Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Franco Raptors. On en est à l'épisode 8 sur les ondes de Choc FM en ce samedi après-midi. Bonjour à tous, c'est Mike Laviole en compagnie, comme d'habitude, de Patrick Bizindavis. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde. Ça fait un plaisir de faire un show après deux victoires. Et oui, parce que les Raptors, pour la première fois de la saison, ont une semaine, alors nos semaines à nous, puisqu'elles vont du vendredi au vendredi, une semaine à 50%, Patrick. Ça, c'est la fête. Ah oui, ça c'est la fête et puis c'est la première fois que ça arrive depuis le début de la saison. Là, on peut mieux respirer. On va revenir là-dessus. Les Raptors, deux victoires et deux défaites cette semaine-là. On va en parler dans l'actu des Raptors. Ce sera bien sûr notre première section de l'émission. Ensuite, on aura l'instant Chomché parce que notre jeune Camerounais a brillé lors de son dernier match, en tout cas le dernier match au moment où on enregistre, puisque il a joué hier pour le premier match de la saison des 905 à domicile. Ça, on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Et enfin, on passera la deuxième partie de ton superbe entretien avec Blaib Irani Boutsé. Si je le dis correctement, Patrick, tu me Ouais, corriges. ouais, c'est C'est exactement bon. ça. Blaise. C'est avec Blaise, bien sûr, qui est le fondateur de ICBA. Euh, Intore ou Intor? Intore. Intore En Kirundi, on Canada. dit Intore. Oui, 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 Voilà, on a la bonne oui. prononciation avec Patrick Intore Canada Basket Academy. La première partie était sensationnelle. Je vous garantis que la deuxième, elle est tout aussi croustillante. Eh bien, on va tout de suite démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à discuter avec l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est une semaine, je l'ai dit, avec deux victoires et deux défaites. On a commencé par deux défaites, mais des courtes défaites et des défaites encore encourageantes. On va pas revenir sur celle des Pistons, 99-95, mais par contre, on va parler en premier de cette défaite à Boston, 123-126 en prolongation, et puis ça s'est pas joué à grand-chose, encore une fois. Avant de revenir sur les victoires, parlons d'abord de ce match à Boston qui, vraiment, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais les Raptors qui perdent en prolongation sur un tir extraordinaire de Jason Tatum qui était très très bien défendu par Ochai Agbaji. On va pas revenir sur l'arbitrage qui a été un petit peu en faveur de Boston, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme toujours à Boston. Ils ont l'habitude, au point où les fans, même quand des fois il n'y a pas des fautes sur eux, ils trouvent ça scandaleux. Donc, ils sont habitués là-bas. Mais revenons sur les points positifs vraiment de ce match contre Boston. Qu'est-ce que t'en retiens? Oui, le match de Boston, il faut le dire, c'était un match en back-to-back. Et en général, les Raptors ne sont pas bons en back-to-back. Lorsqu'ils jouent deux matchs de suite, ils peuvent bien jouer le premier et le deuxième, tu vois la fatigue. Mais contre Boston, c'était vraiment le contraire. Ils se sont battus. Ils auraient, à mon avis, ils auraient même pu gagner parce que tu as mentionné l'arbitrage sur quelques actions, faute sur Yak et puis Tatum qui marche avant de faire son tir, mais ils se sont battus jusqu'à la fin et tenir. Il est vrai que les Boston n'avaient pas Drew Holiday, ce qui est quand même une grosse différence, mais tenir tête au champion NBA, aller jusqu'au bout à la dernière seconde en back-to-back, pour moi, c'était rien que du positif. Et ils l'ont fait sans Quickly, sans Scotty Barnes, avec des rookies, avec des remplaçants, mais c'était vraiment extraordinaire. Et là, je pense que c'était le début de, de la bonne semaine qu'on vient d'avoir, parce que ça fait que les joueurs y croient. Même, tu te souviens, quand on a posé la question à RJ Barrett, comment est-ce que l'équipe garde le moral, il a dit, on joue bien, on joue bien et on sait que ça va venir. Et là, la preuve, donc on vient d'avoir deux victoires de suite, mais je pense que le déclic, c'était le match contre Boston, un match vraiment, c'était pas, c'était vraiment, il y avait beaucoup d'émotions à la fin de voir les Raptors perdre comme ça, mais il y avait beaucoup de positifs que de négatifs. Et donc, ce sont des joueurs qui se battent, qui n'ont peur de rien. Et puis, le système de Darko semble marcher à la fois en défense qu'en attaque.
mieux que l'année passée, mieux que la saison dernière, en tout cas. Ouais, moi, le gros point positif que je retiens de ce match, c'est vraiment que défensivement, ça commence vraiment à progresser. On va le voir tout à l'heure. Je vais faire un petit portrait en chiffres de comment sont les Raptors après 16 matchs. D'ailleurs, je l'ai pas souligné, les Raptors, après 16 matchs, ont maintenant un bilan de 4 victoires et de 12 défaites. On va revenir sur ces deux dernières victoires, puisque en une semaine, les Raptors ont doublé leur total de wins. Les Raptors sont actuellement 13e à l'Est avec 2,5 matchs de la huitième place. En fait, toutes les équipes qui sont devant Toronto ont un bilan de 6 victoires. Donc les Bulls sont 12e avec 6 victoires, 10 défaites. Et ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5 équipes en 6-9 jusqu'à la huitième place qui est occupée par Brooklyn. Et ensuite, septième, les Pistons à 7-10. On peut imaginer que leur bilan ne va pas rester ainsi. Ils se sont remis dans la course au play-in, tout simplement, je pense. La saison est encore très longue, mais avec le retour de Scottie Barnes face aux Wolves, on va en parler dans un petit instant. Peut-être qu'on peut imaginer autre chose que les bas-fonds du classement, mais ça, on y reviendra plus tard. Parlons d'abord de ce match de lundi. Beaucoup d'émotions pour nous on a pu voir Pascal Siakam de retour avec les Pacers, même si malheureusement pas d'accès au vestiaire, pas de. Alors ça, c'est les grosses déceptions pour nous de ce début de saison, il faut le dire. On ne félicite pas les pillards des équipes adverses puisque ils décident de faire les entretiens dans les vestiaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Covid, nous n'avons plus accès aux vestiaires. Parfois, certaines pillards nous donnent l'accès pour aller voir les joueurs. La plupart du temps, quand les joueurs majeurs font des gros matchs, ils doivent aller au podium. Mais ni Indiana pour Pascal Siakam, ni les Timberwolves jeudi pour Rudy Gobert n'ont envoyé les joueurs sur le podium. Donc c'est assez décevant, mais on va passer outre. Les Raptors ont gagné contre les Pacers 119-130. C'était une très belle soirée. Les Raptors qui gagnent pour les grandes occasions, puisqu'ils ont gagné le match pour Vince Carter, ils ont gagné le match pour le retour de Pascal, et ils ont gagné le match avec le nouveau maillot et le nouveau parquet. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ce match face aux Pacers? Oh, c'était extraordinaire. D'abord, les 39 points de RJ Barrett. C'était vraiment un match complet pour RJ. Des fois, c'est vrai qu'il fait un peu trop, mais là, contre Indiana, c'était comme, tu lui as posé même la question de savoir, on voyait qu'il ne voulait pas perdre. Et il fallait absolument gagner ce match. Et bien sûr, Yak, aïe, 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 Yak, c'est 30 points, 15 rebonds. Yak a fait une semaine extraordinaire. En termes de statistiques, il est parmi les meilleurs centres de la ligue au moment où on parle. Donc, c'était 30 points, 15 rebonds. Et bien sûr, Grady Dick qui a contribué à 15 points. Et moi, je continue à être le plus grand fan de Ochai Agbaji. Vraiment, Agbaji, chaque fois euh, qu'on joue contre des équipes qui ont des bons joueurs offensifs, c'est toujours Agbaji qui garde ces gens-là. Il a défendu contre Tatum, il a défendu contre LeBron, il a défendu contre Giannis. Et chaque fois, hier même, il a eu des fois où il était, il gardait Gobert, donc il peut tout garder, mais je pense qu'il y avait beaucoup de positifs. Et bien sûr, Pascal Siakam qui était de retour avec 25 points, 10 rebonds. C'est toujours bon de revoir Pascal. Et puis, chaque fois qu'il passe devant nous, il nous dit bonjour parce qu'il se souvient bien de notre French Connection. C'était vraiment bon non seulement de revoir Pascal, mais de gagner avec RJ qui fait une saison de fou. Et puis Yak. Yak, si on avait la bonne combinaison victoire-défaite, je pense que si on votait All-Star au moment où nous parlons, Yak serait absolument un All-Star parce que la saison qui est en train de sortir cette année, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'était une belle victoire donc, contre Indiana. Je ne sais pas ce que tu as gardé, toi, par rapport à ce match. Alors, je pense que tu as tout dit. Je voulais revenir sur Jacob Poeltl, puisqu'il a signé des stats sur les 3 derniers matchs aucun autre joueur n'avait fait depuis Shaquille O'Neal. Donc, c'est assez exceptionnel et on n'en a pas parlé. Dans le match contre Boston aussi, il a vraiment marché sur la raquette des Celtics.
Et avant cela, il a mis la misère à Jalen Duren contre les Pistons. Euh, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je te propose qu'on écoute rapidement parce qu'avec RJ, c'est toujours rapide. RJ Barrett, t'en as parlé un petit peu après la rencontre face aux Pacers. Pour la victoire et pour une bonne performance de votre part. Parlez-nous de l'importance d'avoir Garrett Temple jouer un match comme celui-ci aujourd'hui et le rôle qu'il joue Ouais. dans les vestiaires pour l'équipe. Il est très important. Il est comme un coach pour nous. Ouais. Et moi, je voulais savoir quelle a été ta mentalité sur la fin du match. On a vraiment l'impression que tu t'as dit, celui-là, on va pas le perdre. Ouais. Je vais m'assurer de. Je voulais juste gagner le match. Et on a fait ça, alors je suis très content. Ouais. Voilà, c'était RJ qui revenait sur ce que tu disais, justement, cette mentalité, hein, il aime gagner, ça c'est sûr. Et je pense que cette équipe, même si on parle de rebuilding, on parle de développement, on parle parfois de tank, mais malgré tout, cette équipe, je pense que si elle est au complet, et ça c'est une bonne transition pour parler du match face à l'équipe des Timberwolves, mais si cette équipe au complet, pour moi, elle ne sera pas au niveau d'être tout en bas de la ligue. On l'a vu avec le retour de Scottie Barnes. Qu'est-ce que tu retiens maintenant de cette victoire 110-105 contre les Timberwolves d'un Edwards fantastique en deuxième mi-temps, mais les Raptors l'ont été encore plus. Ah oui, et puis on voit l'importance de Scottie Barnes parce qu'il suffit qu'il retourne, tout change. Tout change et puis hier c'était extraordinaire. Il a bien commencé le match, il a mis ses deux premiers tirs et donc là c'était parti. Ils ont gardé le rythme tout au long du match. Je ne pense pas que ils ont été derrière Minnesota de plus de 5 points. À chaque fois ils étaient dans le match, dans le score. Et bien sûr, RJ qui nous fait un 31 points, et donc 12 points en dernier quart-temps, c'était vraiment extraordinaire. Et ce qui a, ça a un peu balancé donc l'attaque et la défense des Raptors parce que Yak n'était pas obligé de jouer 34-35 minutes, donc il pouvait être remplacé. Et Mogbo, Mogbo a sorti un gros match quand il est sorti du banc. Donc là, le retour de Scottie Barnes a mis je pense, les joueurs dans leur position idéale. Et puis a fait que les joueurs ne sont pas obligés de jouer autant de minutes, même si Scottie Barnes était limité, donc le temps qu'il pouvait passer, mais ça a facilité. C'est vraiment un joueur complet, à la fois défensivement et offensivement. Tu es ouvert, il va te trouver. Donc, c'était vraiment un match extraordinaire, mais il faut aussi souligner notre cher Chris Boucher avec 22 points, qui est sorti du banc avec 22 points. C'était vraiment... moi, je croise les doigts que on va en parler peut-être la semaine prochaine, qu'il fasse une surprise contre les Cleveland parce que deux victoires de suite et puis des joueurs qui sont de gros matchs, je pense que là, on peut espérer de bons matchs. Donc, Chris Boucher, 22 points. Et puis, Yak qui nous fait encore un double-double avec 15 points, 12 rebonds. C'est vraiment une très bonne victoire. Et puis, la fin du match, ils ont marqué 13 points contre seulement un des Timberwolves. C'était un quatrième quart-temps de fou avec le retour de Scottie qui, avec ses lunettes. Donc, c'était vraiment un match vraiment intéressant. Et puis, j'ai même failli perdre la voix. Je criais trop fort là. On n'est plus reporter, on est reporter et fan aussi. Donc, c'était bien de voir une victoire à domicile. Et là, le défi devient pour les Raptors de gagner à l'extérieur parce que jusqu'à présent, zéro victoire à l'extérieur. Donc, la visite chez les Cavaliers et Pistons, on espère qu'on aura quand même notre première victoire on the road. Ouais, tu as raison de le souligner. On avait vraiment pointé du doigt le fait que les Raptors étaient toujours dans des matchs serrés et qu'ils n'arrivaient pas à les gérer ces fins de match. Eh bien, on dirait que ce retour de Scottie Barnes, qui avait raté 6 des 8 fins de match serrés, eh bien, c'est peut-être la clé de tout ça, puisque, comme tu l'as dit, les Raptors ont très très bien fini le match. On n'a jamais le plus gros avantage du match pour les Timberwolves, c'est 7 points, mais on n'a jamais senti les Raptors
complètement largués dans la rencontre. Ils ont toujours été dedans. Même quand il y a eu des petites séries passées par les Wolves, ils ont toujours réussi à recoller. Et la fin de match a été très très bien gérée. Et puis défensivement, vraiment, c'est très intéressant. Tu l'as dit, Ochai Agbaji qui défend tous les postes. Devion Mitchell qui retrouvait un poste de remplaçant, mais qui finit le match parce que sa défense sur Edwards Anthony est Edwards. vraiment Oui. trop importante pour qu'il ne soit pas sur le terrain. Et puis, un apport offensif, c'est vraiment ça pour moi qui est le plus important pour Davion Mitchell parce que on sait que sa défense va être là, mais on a besoin de quelque chose de lui offensivement. Et tu l'as très bien souligné après le match hier, on en discutait. 8 passes décisives, ça c'est vraiment très important. Même s'il score pas, il va chercher des drives, il va dans la raquette, il resserre la défense et ensuite il peut trouver des coéquipiers. Bon, les Raptors qui n'ont shooté que 7 sur 23 à 3 points mais qui ont été vraiment très très forts à l'intérieur. 56 points dans la raquette et aussi la grande force, 22 points en contre-attaque. Et ça, c'est créé par une bonne défense. Vraiment, c'est le gros progrès de cette semaine. Et je vais en parler ensuite quand on va faire le portrait de l'équipe. C'est vraiment ces progrès défensifs. Moins de fautes provoquées, même si là, Julius Randle a tiré 16 lancers francs, il est impossible à défendre sans faire faute. C'est un spécialiste pour aller chercher des fautes. C'est jamais très beau, c'est du rentre-dedans, c'est du balançage de bras, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc hier, 33 lancés, mais les Raptors qui vont en chercher 39. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très positif. Et en plus, hier, bon, le pourcentage, c'est 74%, mais ils en ont quand même mis 29. Et on a RJ Barrett, c'était un peu son péché mignon qui fait 10 sur 12 hier. Donc ça aussi, c'est vraiment très positif. Et puis Paul Tull, 5 sur 8 au lancer, il en met des décisifs dans la fin de match. C'est très positif. Je te propose qu'on écoute de nouveau RJ Barrett, puisqu'en ce moment, on l'a à chaque match. Il a parlé du retour de Scotty Barnes et de l'impact de Chris Boucher. C'est parti. C'était plus facile pour moi et on a gagné le match, alors on est content. Oui, parle-nous de l'impact de Chris Boucher qui Ouais. vient du banc Ouais. et qui fait un match extraordinaire. Quel est l'impact qu'il fait sur l'équipe? Montréal, mais toujours Chris, toujours il vient avec juste une passion qui est bon pour nous et oui on adore quand on a Chris sur le court. Montréal, Patrick, Montréal, c'est comme ça C'est comme ça que, c'est comme ça qu'il appelle Chris Boucher, Montréal. Ah, c'était vraiment drôle, c'était vraiment drôle. Et puis, c'est vrai que Chris Boucher était extraordinaire, 22 points. Et puis, même défensivement, il est présent. Et puis, c'est quelqu'un que le coach n'a pas besoin de dessiner aucun plan pour lui. Il va être bien positionné, il va faire des cuts, il va faire des rebonds offensifs. Donc, c'est vraiment, on aimerait la voir aussi aux entrevues parce que, bon, hier, c'était un peu délicat parce que, difficile parce qu'avec le retour de Scary, il fallait qu'il soit là. Et puis, RJ qui sort un gros match. Donc, mais Chris Boucher, il contribue et puis il a sa place en NBA. On le disait hier. Je pense qu'à mon avis, il a encore 2, 3 ans devant lui parce qu'il fait du bon travail. Il est professionnel et puis il a la bonne attitude. Et puis on a son surnom, c'est Montréal. Montréal, c'est ça. Mais ça, c'est significatif que Chris Boucher est très attaché à Montréal et il doit en parler souvent. Parce que Ouais. si ça ressort comme ça, on sait que c'est vraiment une fierté pour lui de représenter Montréal et je pense il doit vraiment en parler souvent pour que le premier mot qui vienne à RJ Barrett, c'est même pas énergie, tu vois, ça pourrait être énergie parce que c'est ce qui caractérise Chris Boucher, mais non, il a dit Montréal. Bon, pour finir sur cette partie actualité, je voulais revenir un petit peu sur un peu dresser le portrait de ces Raptors. On en a souvent parlé. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, je te propose des petites stats comme ça que je suis allé chercher. Déjà, on avait souligné en début de saison que l'attaque c'était plutôt pas mal et que la défense, à un moment, bah, on était la pire de la ligue.
Ben, l'un des gros progrès, malgré tout, depuis quelques temps, c'est qu'on est passé 24e en défense. Donc, c'est pas encore fou, hein. On va pas se réjouir d'être la 24e défense de la ligue, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 6 maintenant qui sont passés en dessous. Donc, les Raptors, 24e rating défensif. Et offensivement, on avait plutôt bien commencé, ça a un peu diminué. Bon, on a affronté des grosses équipes aussi, des grosses défenses. 17e. Bon, c'est pas mal, c'est au milieu. On peut espérer d'être milieu plus en passant au-dessus de la 15e place. Est-ce qu'on va réussir à être dans le top 10? Peut-être avec tout le monde, je sais pas. Ça sera à vérifier. Il reste encore énormément de temps, donc voilà, c'est quand même très intéressant. Ensuite, ce qu'on avait déjà noté, c'est que l'équipe fait énormément de passes décisives, mais perdait aussi beaucoup de ballons. Dans le ratio entre les passes et les pertes de balles, les Raptors sont quand même 12e. Donc ça veut dire qu'ils font quand même suffisamment de passes pour combler leurs problèmes de perte de balles, même si on sait que, on l'a dit, ces pertes de balles sont l'une des raisons de la mauvaise défense. Ça, c'est un chiffre qui est assez énorme. Les Raptors sont avant-derniers en points donnés à l'adversaire à partir de leur perte de balle. Donc ça, je pense, c'est vraiment un truc que les Raptors peuvent améliorer. Absolument. Et puis, on voit la progression. Parce que le début de la saison, c'était à tous les niveaux. Mais le coach prône toujours la patience. Il travaille là-dessus. Et puis, pour eux, c'est pas une question de victoire-défaite, mais c'est la progression. Et on est déjà presque début décembre et on voit cette progression en chiffres. On le voit, que ce soit offensivement et que ce soit même défensivement, cette progression est visible. D'abord, les premiers matchs, les premiers quarts-temps, le match était déjà fini parce que les adversaires étaient tellement loin qu'il fallait énormément d'efforts pour revenir. Donc ça a été réglé. Deuxième, qui est toujours un travail en progrès, c'est la paire de balles. C'est la paire de balles. Mais avec le retour de Scottie Barnes, je pense que ça va, parce que lui ne perd pas beaucoup quand même. Et puis hier, il a joué le rôle de meneur. Donc là, on est tranquille pour cette partie. Troisième, c'était la gestion du quatrième quart-temps. À chaque fois que on était dans le match, mais en quatrième quart-temps, c'était euh, donc, moi-même, quand je regardais le match, je savais, même si on est devant 2 points, ça ne veut rien dire. Mais avec le temps, on sent qu'ils reviennent, ils sont dans le match, même s'ils sont derrière 7, 8 points, ils peuvent revenir. Donc, c'est vraiment une bonne progression. Mais il est vrai que le niveau en NBA, avec énormément de blessures, on a une chance à prendre parce que nous, on a eu les blessures au début de la saison. Et là, les autres, on commence à voir les blessures maintenant. Donc, avec le développement des jeunes qu'on a, quand même, je pense que le front office a bien fait de choisir de bons joueurs défensifs, quand même, il faut le dire. Donc, c'est juste une question qu'ils soient à l'aise avec le système. Et puis, moi, j'ai confiance au coaching staff. Ils font vraiment un travail extraordinaire. Ils sont patients avec eux. Et depuis le début, on sait que c'est une saison de reconstruction. Donc, il y a beaucoup à apprendre, mais quand on sera au complet avec le retour de Quickly, on espère aussi que Bruce Brown va revenir et puis Olynyk. Je pense on a une chance à avoir beaucoup plus de progression, que ce soit en attaque qu'en défense. Ouais, et parmi les progrès, j'ai un autre chiffre, un progrès qui est largement faisable, c'est que les Raptors sont derniers au lancer franc donné aux adversaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà s'améliorer sur les derniers matchs et c'est quelque chose à poursuivre. Pour terminer sur la défense également, j'ai noté tout à l'heure la bonne tenue des Raptors au rebond. Donc les Raptors sont premiers en pourcentage de rebond offensif. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Il faudrait qu'ils arrivent à se concentrer tout autant sur le rebond défensif. Mais malgré tout, ils sont quand même cinquième de la NBA au pourcentage de rebond. Mais ça veut dire que le peu de rebonds offensifs qu'ils laissent à l'adversaire, c'est pas très bon puisqu'ils sont non, ils sont 28e, pardon, c'est pas avant-dernier, c'est avant-avant-dernier sur les points en seconde chance donnés aux adversaires. Donc là, vraiment, on a vraiment les trois facettes que les Raptors peuvent améliorer et en plus, c'est des choses faciles à améliorer. C'est moins donner de lancers francs aux adversaires, se concentrer sur le rebond défensif. Hier, je trouve qu'ils l'ont très bien fait contre les Timberwolves.
les Timberwolves n'ont marqué que 9 points en seconde chance. Donc ça, c'est très bien. Il faut continuer à se concentrer là-dessus. En plus, tu l'as dit, le retour de Scottie Barnes, ça va être très très bien parce que c'est un très bon rebondeur. Même Bruce Brown, pour sa taille, c'est un joueur qui est plutôt pas mal au rebond. Donc ça, c'est vraiment des côtés positifs qui peuvent être améliorés. Et bien sûr, moins perdre de balles pour moins donner de paniers faciles. Je pense que tout ça, ça permettra aux Raptors de remonter un peu dans les ratings défensifs et avoir une défense moyenne. Je pense que c'est faisable. Peut-être pas une défense exceptionnelle, même s'ils ont montré des signes. Et ça, c'est des points positifs que je voulais signaler également. 12e en termes de pourcentage de réussite des adversaires. Et quelque chose de très étonnant, qu'on avait noté la saison dernière, les équipes adverses marquaient énormément à 3 points contre les Raptors. Troisième en termes de pourcentage à 3 points de l'adversaire. Donc les Raptors défendent bien la ligne à 3 points cette année. Je pense que le match de Boston a beaucoup aidé parce que Ouais. ils ont pris 60 tirs, ils en ont pas mis beaucoup, donc enfin 20, c'est énorme par rapport aux Raptors qui en mettent 7 par match, mais malgré tout le pourcentage n'était pas bon. Donc ça c'est vraiment un truc positif pour les Raptors. Je passe à l'attaque et je te redonne la parole. Euh, les choses positives en attaque, c'est que les Raptors sont la 6e équipe qui provoque le plus de lancers francs. Alors, on a tendance à un peu râler, à dire que RJ n'a pas souvent ses lancers, etc. Mais on est quand même la 6e équipe qui provoque le plus de lancers francs. Maintenant, il va falloir aller en mettre plus. C'est ça aussi. Le pourcentage n'est pas excellent, 70%. Les Raptors peuvent faire mieux. Et pour finir, le gros point négatif de l'attaque, c'est qu'on est 25e en pourcentage de réussite à 3 points, mais on est surtout dernier. On est dans une trend de la NBA qui prend de plus en plus de tirs à 3 points. Les Raptors sont un peu à l'opposé de ça. Ils sont derniers en termes de 3 points pris. Donc, va falloir un peu régler ça Oui, mais aussi, il faut dire que, ils sont parmi les premiers, sinon les premiers, les points dans la dans raquette. la... oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Exactement. ça fait que, oui, c'est vrai, au tir à 3 points, ils ne sont pas aussi bons que les autres équipes, mais quand même, ils attaquent, ils attaquent. C'est pour cela qu'ils peuvent avoir un bon nombre de lancers, parce qu'ils attaquent, bien sûr. L'attaque tourne autour de Yak et Yak, il est très bon dans la raquette avec ses petits lancers là, avec sa finesse en attaque. Mais ça, s'ils parviennent à mettre un bon pourcentage de 3 points, je pense que offensivement, on va bien se maintenir en continuant à attaquer. Et là, c'est vraiment la force de RJ d'attaquer. Et puis, si il réussit à mettre ses lancers francs, ça va faire une grosse différence. Parfait, on va conclure là-dessus. On va continuer à suivre les progrès de l'équipe contre Cleveland dimanche. Et puis ensuite, on reviendra sur les résultats de la semaine dans le prochain épisode. Patrick, je te propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve juste après pour l'instant Chomché et Impact Basketball. À tout de suite. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. L'instant Chomché, Ulrich Chomché qui a réalisé son meilleur match avec les 905. En tout cas, le dernier qu'on a vu puisqu'ils ont joué hier. Qui sait, peut-être qu'il a fait encore mieux. Vous le saurez au moment d'écouter cette émission. Mais en tout cas, les 905, si ça ne va pas niveau bilan 1-4 avec 5 matchs joués à l'extérieur, ils vont en jouer 7 de suite à domicile et ça a commencé ce vendredi. Donc, Ulrich Chomché, on l'avait quitté sur son meilleur match déjà contre les Skyhawks, 12 points et 9 rebonds. Et ensuite, on a appris que Brandon Carlson avait signé à Oklahoma City, ce qui a propulsé Ulrich titulaire indiscutable. C'est le seul centre de l'équipe, donc il n'y a pas, y a personne d'autre à mettre. Donc le match suivant, ça a été compliqué. Il a dû gérer le fait d'être titulaire et ça a été compliqué. Des problèmes de faute, c'est simple.
Il a fait deux fautes, il est sorti, il est revenu, il a fait sa troisième faute, il est sorti, il n'a pas rejoué en deuxième mi-temps, il est revenu en troisième, il a fait sa quatrième, il est sorti. Et finalement, il a fini à 4 puisqu'il a plutôt bien géré dans le dernier quart. Donc on peut déjà voir déjà une progression là-dessus puisqu'il a su, dans le dernier quart, ne pas faire de faute. Donc c'était contre l'équipe de Atlanta, non, contre Capital City Gogo, pardon. Défaite 131-113. Il a mis 4 points, 4 rebonds, un contre. Bon, voilà, un match à oublier, mais un match où il a appris. Et il a très très bien appris puisque le match suivant, il est resté en dehors des problèmes de faute et il nous a signé un match vraiment. Pour moi, c'est admirable parce que ses coéquipiers ne le cherchent pas du tout. On avait souligné contre les Skyhawks où il a mis 12 points que là, il avait eu des ballons sur pick and roll. Contre Capital City, là, vraiment, il est allé chercher ses points tout seul, du rebond offensif, du hustle. 16 points, 8 sur 11 au tir. 7 rebonds, dont 4 offensifs, 2 assists, une interception, mais surtout, vous avez dû le voir sur les réseaux, 6 contre pour Ulrich Chomché, qui montre déjà à son jeune âge un timing dans ce registre-là qui est assez impressionnant. Et puis cette capacité toujours de se déplacer pour sa taille, ça c'est assez exceptionnel. Patrick, qu'est-ce que tu as vu d'Ulrich Chomché sur ce match-là? On va pas faire trop long, mais en tout cas, Ouais. c'est vraiment positif de voir son évolution Ah oui, et puis rapide. son timing en défense, c'est extraordinaire. C'est 6 contre, c'est sans effort. C'est vraiment sans effort. Il est à la bonne place au bon moment. Et puis, c'est vrai que offensivement, c'est seulement un seul match où il a eu la balle. Vraiment, on voyait qu'on le cherchait. Mais ça, c'est les meneurs de jeu qui doivent le trouver. Mais le timing en défense, c'est extraordinaire. Et puis, il n'a que 18 ans. Je le dis toujours, Oui. il n'a que 18 ans. Donc, la progression, je te dis, c'est fou. Et puis, on l'a vu hier, pardon, je dis hier parce qu'on l'a enregistré le vendredi. Il était à l'équipe première, il n'a pas pu jouer. Mais le fait qu'on le rappelle, c'est quand même positif de pouvoir le voir avec l'équipe première. Mais son timing en défense est extraordinaire. Et puis, c'est sans effort. C'est sans effort. Et puis là, les joueurs vont commencer à... c'est comme quand tu as Wembanyama dans la raquette. Ils savent qu'il est là pour contrer. Là, les gens vont être vigilants avant d'entrer dans la raquette s'ils voient Chomché donc, en défense. Donc, c'est vraiment très positif. Ouais, puis en plus, comme je l'ai dit, il a vraiment réglé ce problème de faute. On avait dit qu'il avait tendance à sauter un peu trop, parfois à vouloir tout le temps contrer. Mais là, il a été capable de juger quand il fallait aller contrer pour pas faire de faute et quand il fallait se restreindre et juste lever les bras. Même des fois, je trouve que les arbitres sont durs avec lui parce qu'il y a une action où il lève les bras, le joueur va un peu s'empaler dedans et il a la faute qui est sifflée. Donc ça aurait pu faire 7 contre, hein, tout simplement. Mais vraiment, oui. Et puis le voir hier avec le sourire et le voir être tellement apprécié par ses coéquipiers. Il y a une très bonne entente avec Bruno, qui l'a pris un peu sous son aile. C'est la connexion africaine un petit peu. Ça, c'est vraiment bien aussi qui est le joueur angolais avec lui. C'est super bien. Qui est Chris Boucher, qui parle en français avec lui. On se rappelle, Chris nous avait dit, c'est comme mon petit frère, je lui donne des conseils et tout. Donc ça, c'est vraiment bien de voir Ulrich Chomché même Davion Mitchell qui était venu plaisanter avec lui, les assistants. Non, vraiment, vraiment cool de voir Ulrich se sentir bien. C'est important hein, parce que quand tu viens d'un autre pays, Darko l'avait dit, il faut s'adapter et tout ça. Déjà, s'il a le sourire, ça veut dire qu'il se sent bien. Donc, il n'y a pas de mal du pays parce on sait, hein, avec l'hiver, la première année, ça peut Ah être très oui, ah compliqué, oui. loin de sa famille. Donc, vraiment très positif. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle pour l'épisode prochain avec des questions à Ulrich Chomché. On va se laisser là-dessus pour l'instant Chomché et on va terminer avec Impact Basket. Je te laisse la parole, Patrick. C'est parti. Impact Basket. Oui, Impact Basket, c'est le retour sur l'entrevue, la deuxième partie de l'entrevue qu'on a fait avec Blaise, qui est un ami, un compatriote burundais
qui vit à Gatineau et puis qui est parmi les fondateurs de l'ICBA, donc l'académie euh, qui travaille avec des enfants avec une histoire extraordinaire. Lui, il a joué au Burundi, il a joué en Europe, aux Pays-Bas, et puis il s'est retrouvé en tant qu'immigrant ici et a commencé à chercher à entraîner ses enfants au basket. Et puis, à partir de là, ça a continué et jusqu'à ce qu'il puisse avoir plus d'une centaine d'enfants par semaine. Alors, la semaine passée, c'était un peu plus sur son parcours en tant que joueur, en tant que basketteur, en tant qu'encadreur. Là, aujourd'hui, l'épisode sera spécifiquement ce qu'il est en train de faire à Gatineau. Donc, on va bien écouter Blaise avec une histoire extraordinaire. Il tient à expliquer qu'il n'est pas seul. Il est en équipe, il y a des gens autour de lui qui l'aident. Il est cofondateur de l'académie. Donc ce samedi, j'aurai même le plaisir de visiter donc son camp à Gatineau. Donc, je vais prendre quelques images. Donc, c'est absolument une histoire qu'il faut écouter. Donc, je vous propose de réécouter Blaise de l'Académie ASBA à Gatineau. Basket est devenu comme leur vie, leur deuxième vie. Même il y a des parents qui utilisent le basketball pour éduquer leurs enfants, ce qui est bien. Donc, Absolument. c'est ça. Oui, donc là, vous avez appelé, donc ça a commencé sur un terrain à l'extérieur avec tes enfants et puis 32 enfants. Après, c'est une académie reconnue, donc qui porte le nom de Inore Canada Basketball Academy, ICBA. Inore, pour les gens qui ne comprennent pas le Kirundi, pourquoi avoir choisi ce nom-là? C'est parce que ce club est né par l'initiative des parents burundais, donc qui veut dire que euh, c'était quand même une fierté de pouvoir donner, hein, mettre un nom burundais dans le nom. Donc, Innor veut dire bravoure. Innor veut dire être quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les défis. Mhm, Et effectivement, c'est ça qu'on veut. On veut que le basketball soit un outil ou bien soit un pont que nos enfants, les enfants africains, les enfants burundais, les enfants canadiens, puissent ne pas avoir peur des défis de demain, mhm, d'avoir le self-confidence, hein, mhm, la confiance en soi, que les enfants soient être prêts d'affronter les défis de leur futur. Euh, mhm, et on veut que le basketball soit un outil qui va les aider à devenir des bons citoyens de demain, respectables, mais aussi des citoyens qui travaillent fort, des citoyens qui sont respectueux, des citoyens aussi qui aident les autres citoyens à avancer dans leur vie. mhm. Non, non, c'est ça, ça, je peux témoigner vraiment que le basketball, le sport en général, mais le basketball en particulier, c'est vraiment une plateforme pour apprendre toutes ces choses. Alors, dans votre académie, vous avez des catégories d'enfants. Parle-nous un peu de ce que vous avez comme enfants. C'est de quel âge à quel âge? Quelles sont les catégories que vous avez dans votre académie? Oui, donc dans notre académie, il y a deux sortes de niveaux. Il y a le niveau compétitif et le niveau récréatif. Niveau récréatif veut dire, c'est le niveau d'apprentissage. C'est le niveau où un enfant, il y vient, il ne connaît rien, et puis il veut apprendre à jouer le basketball. Cette année, par exemple, on a dans le niveau récréatif, on a quatre équipes. Et quatre équipes, première équipe est composée des enfants de 6 ans et 7 ans. C'est Hein, garçons et et filles. c'est garçons et filles. Mhm, Et là, et ça me passionne beaucoup parce qu'un bon entraîneur de basketball, c'est un entraîneur qui sait apprendre à un enfant qui ne connaît rien de basketball et que cet enfant va finir à bien jouer le basketball. mhm, Parce que si tu as des bons joueurs, tu n'as rien à les apprendre. Ce n'est que les stratégies. Mais si tu dois apprendre un enfant à dribbler, à prendre le ballon, à faire le lay-up, à comment shooter, comment bouger, comment pivoter, comment interagir avec le ballon, comment bouger ton corps par rapport à la balle. C'est ça, en fait, un très bon entraîneur. mhm. Alors, là, première équipe, là, c'est U8. Ce sont des petits enfants, filles et garçons de 6 ans et 7 ans. Et là, moi, je suis le coach là-bas Ouais. parce que je coach mon fils de 6 ans. Mhm, Euh,
Et puis, il y en a une deuxième équipe là de 8 ans, 9 ans, qui est le U10. Mhm. Troisième équipe, c'est l'équipe de 10 11 ans, qui est le U12. Et puis, on a quatrième équipe là de 15 16 ans. Alors, ça, c'est niveau récréatif. Et puis, ils jouent tous les samedis après-midi et ils apprennent comment on joue le basketball. Donc, l'apprentissage de base de Les basketball. fondamentaux, oui. Oui. Mhm. Dans l'équipe, niveau compétitif, on a 10 équipes. 10. 10 équipes. Alors, ces équipes-là, ils y pratiquent 2 fois la semaine parce que pendant le week-end, ils jouent les matchs, ils jouent les compétitions. Mhm. Euh, on a 2 équipes de U10, donc c'est les équipes des enfants qui ont 8 ans, 9 ans. Là, on a 2 équipes. On a une équipe qui est plus forte et l'autre qui est moins forte. On a une équipe de U11, on a une équipe de U12, on a une équipe de U13, on a une équipe de U14 et on a une équipe de U17. Ça, c'est côté garçon. Côté filles, on a 2 équipes. On a une équipe de U13 et une équipe de U12. Alors, pourquoi? Parce que on est une académie, on veut que les enfants commencent à jouer le basketball dès le bas âge. Parce que si un enfant qui a 6 ans, qui sait dribbler à gauche et à droite, qui sait donner la passe avec la main gauche et la main droite, c'est facile aussi à lui enseigner le lay-up. C'est Mhm. facile aussi à lui enseigner comment manipuler la balle. À titre d'exemple, ici à Gatineau, on est le seul club qui a les équipes U10 euh, à Ottawa, où il y a plusieurs équipes, clubs qui ont des équipes U10. Je pense que cette année, notre équipe de U10 va battre tout le monde parce que ce sont des enfants qui ont commencé à jouer le basketball quand ils avaient 7 ans. Mhm. Donc, ce que je viens de faire là, de commencer, c'est ça qui va continuer. Et je pense que c'est ça un bon exemple, je pense, faire, à enseigner le basketball dès le bas âge. Et voilà, donc j'espère que ça va Ça, continuer. Mm. c'est une histoire extraordinaire, juste de sortir dehors avec tes enfants pour jouer et que des années plus tard, ça se transforme en ce que vous avez. Je pense que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Alors, la section de notre programme s'appelle Impact Basketball. Donc, ce que tu as fait avec tes enfants, ce que tu as fait avec les jeunes, euh, quel est l'impact justement de cette académie, de cet encadrement que tu vois par rapport aux enfants, aux parents et à la communauté? Bon, moi, je pourrais résumer euh, ma réponse en 3 points. Premier point, l'impact que le basket a fait au niveau des enfants est celui-ci. Les enfants, ils ont découvert la passion. Ils ont la passion. Hein. Et j'ai des enfants qui ont commencé à jouer le basketball quand ils avaient 3 ans. Donc maintenant, ils ont 10 ans. Ces enfants-là, quand je les vois, maintenant, ils jouent U12, là. Donc, ça fait 7 ans qu'ils jouent le basketball. C'est-à-dire que plus de la moitié de leur vie, ils ont joué le basketball alors qu'ils ont 10 ans. Et quand tu le vois sur le terrain, c'est le basketball, c'est leur vie. Hein, je les parle souvent, j'ai pas besoin de demander c'est quoi ton rêve. La réponse est connue, c'est la NBA. Et non seulement ils ont trouvé une passion, mais ils ont aussi, maintenant, ils peuvent être contents qu'ils ont trouvé ce qu'ils aiment faire. Hein. Tu sais, ici au Canada, beaucoup d'enfants, ils n'aiment pas sortir. Beaucoup d'enfants, ils sont derrière les écrans. Beaucoup d'enfants, ils ne bougent pas. Beaucoup d'enfants, ils n'ont pas d'interaction entre eux parce que tout le temps, ils sont ensemble, ils sont seuls. Tout le temps. Mais quand tu vois l'impact que le basketball a fait à ces enfants, maintenant, ils interagissent avec les autres enfants. Ils passent moins de temps derrière les écrans parce qu'ils doivent pratiquer 2 fois, ils doivent jouer pendant les week-ends. Ils bougent, donc ils ont une bonne santé. Et puis, non seulement on n'enseigne pas le basketball, mais aussi on utilise le basketball pour aussi impacter les autres domaines de leur vie. À titre d'exemple, la nutrition. À titre d'exemple, on veut que les enfants boivent beaucoup de l'eau. Hein. Mhm. Euh, au niveau récréatif, on a donné à tous les enfants des bouteilles d'eau.
tous les enfants doivent amener leur bouteille d'eau. Et puis, moi, quand je pratique, tous les 10 minutes, je dois donner une pause qu'ils puissent boire de l'eau parce que les Mhm. enfants d'aujourd'hui ne boivent pas de l'eau. Et ce qui n'est pas bon. Alors, non seulement au niveau nutritionnel, au niveau de la bonne santé, mais aussi au niveau intellectuel. On aimerait que chaque enfant qui joue dans notre club doit être suivi au niveau éducationnel. Qu'on aura, par exemple, accès au contact à leurs écoles, de dire comment va l'enfant, est-ce que ça va bien. Ça, c'est au niveau de l'enfant. Deuxième point, c'est au niveau des parents. Les parents tous les parents ici au Canada aimeraient que son enfant fait de l'activité, mais Mhm. souvent, ils ne savent pas où amener ses enfants. Deuxièmement, c'est cher parce que les activités, c'est cher. Nous, on Mhm. essaye que le basketball ne soit pas une barrière. Non, les finances ne soient pas une barrière pour amener ton enfant au basketball. Donc, ce qui fait que les parents, maintenant, eux aussi, ils ont... Moi, je connais des familles où ils ne connaissaient pas le basketball. Les familles où il y a... Je connais une famille avec trois enfants, deux garçons et une fille. Et cette famille ne connaissait pas du tout de basketball. Mais l'un de ces fils-là avait des possibilités de devenir overweight, voilà, Ah, ok. surpoids. Oui, Et ils l'ont emmené au basketball, pas parce qu'ils voulaient qu'il soit un bon basketteur, mais pour éviter qu'il pour va perdre du devenir... poids, oui. Oui, aujourd'hui, cette famille, tous les enfants jouent le basketball, tout. Donc, du lundi au samedi, les parents sont toujours en route pour amener leurs enfants au basketball. Donc, toute une famille, le basket a impacté toute la famille, toute la famille. Donc, c'est-à-dire que du lundi au samedi, papa et maman doivent s'arranger pour amener leurs enfants aux pratiques. Mhm. Et ça, ils le font avec fierté. Non seulement l'enfant qu'il voulait éviter qu'il soit qu'il ait le surpoids. Maintenant, il est devenu un très bon athlète. Son petit frère, il est très bon. Sa petite sœur, elle est très bonne. Donc, ça a impacté toute la famille. La famille, maintenant, c'est le basket. Donc, le basket a impacté complètement la famille. Troisième point que je voulais aborder, quand on a commencé il y a 7 ans, il y avait des garçons qui avaient 11 ans à l'époque, 11, 12, et aussi ils apprenaient à jouer le basketball. Aujourd'hui, ces garçons ou bien ces filles, ils ont 18 ans. Et parmi eux, ce sont eux maintenant qui sont des coachs des jeunes, de plus jeunes. Pour dire quoi? Le basketball est en train d'impacter aussi des générations à venir. Mhm. Parce que aujourd'hui, ils y vont aux écoles, au cégep, là, au collégial, mais ils savent qu'ils doivent être organisés parce qu'ils doivent donner des pratiques. Ils doivent aller organiser les matchs. Qui veut dire que le basketball est en train d'impacter des générations à venir, Mhm. avoir des gens qui sont capables, qui sont vraiment des leaders, hein, the Mhm. leaders of tomorrow. Non? Mhm. Donc, des gens de demain qui viennent des Africains ou bien je ne sais pas d'où viennent là, mais qui sont capables d'être organisés, qui sont capables des bons leaders, des bons dirigeants parce qu'ils ont commencé à diriger des équipes dès le bas âge. Mhm. Donc, c'était C'est ça ma vraiment réponse. extraordinaire ce parcours. Et puis, dans notre conversation avant, tu m'as dit que bon, ça a commencé par la communauté burundaise. Maintenant, c'est très diversifié. Même la ville de Gatineau veut s'impliquer justement à travailler avec vous pour l'encadrement de ces jeunes. Donc, ça a commencé par une communauté, la communauté burundaise. Maintenant, c'est toute la communauté, même la ville. Je pense que ça va aller au-delà de tes rêves. Mais en parlant d'impact, justement, toi, en tant que la personne qui a initié ce projet, qui est vraiment impliquée à 100%, comment est-ce que ça a impacté ta vie, ce que tu fais avec ces enfants-là? Euh, personnellement, ça m'impacte toujours, hein, comme je venais de te dire. Maintenant, je coach les enfants de 5 6 ans, les U7, les U8, et je pourrais coacher une équipe D1, mais je choisis toujours les jeunes, les petits. Pourquoi? Parce que quand je rencontre un enfant et qu'il vient courir pour me saluer parce que je lui enseigne le basketball,
ça m'impacte énormément. Cela veut me chercher pour dire, écoute, là, la raison d'être ici au Canada, le voici. Hein. Voici un petit enfant qui n'a pas beaucoup d'influence externe, mais qui t'apprécie. Parce que être apprécié par quelqu'un qui te connaît, parce que ce que tu fais, ça, c'est une appréciation qui n'est pas corrompue. C'est, c'est une appréciation qui, qui vient au fond. Donc, quand je vois un enfant qui vient, qui court, hein, parce que je rencontre souvent des enfants dans les malls avec leurs parents, et puis ils lâchent la main de leurs parents et ils courent vers moi pour me saluer. Ça m'impacte. Ça m'impacte et j'ai pas de moi en fait à dire quand je vois cette scène-là. Et ça arrive souvent. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, moi, il y a une personne qui m'a enseigné le basketball. Mon plaisir, c'est que j'ai reçu, je le partage aussi avec les autres. Euh, Malheureusement, c'est payant parce qu'on est dans un pays où tout est payant. Mais moi, mon rêve est que tous les enfants pourront avoir la possibilité d'apprendre le basketball sans payer. Moi aussi, j'ai appris le basketball sans payer. Non. Donc, euh, ce qui m'impacte aussi, c'est que j'ai reçu, je le donne. Mhm. Donc, I just give back as I have received. Euh, donc, pour dire que euh, ce que j'ai reçu, je le donne, donc j'ai pas de dette. En d'autres termes, moi, j'ai pas de dette. J'ai reçu à jouer j'ai appris à jouer le basketball et je le donne. Et la façon aussi, seulement ça m'impacte. euh, Tu sais, quand tu es dans un pays et que tu n'as aucune valeur ajoutée à ce pays, je pense que c'est une perte énorme. Donc pour moi, le fait que je peux aider quelques familles, quelques enfants, cela confirme que j'ai la raison et la fierté d'être dans ce pays parce que je suis en train d'aider quelqu'un et non seulement pas du tout au niveau financier, mais au niveau des valeurs humaines. Parce qu'on peut tout acheter, mais on ne peut pas acheter des valeurs. Donc c'est ça. Ça, Merci. c'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, on est limité par le temps. J'aurais pu continuer parce que j'ai tellement, tellement de questions, mais je trouve que c'est honorable ce que tu fais de ta vie. Et puis, je suis vraiment fier que que je te connaisse, que tu sois mon ami, même si au Burundi, tu m'as battu plusieurs fois pendant le match. Mais je trouve que ce que tu as fait de ta vie, ce que tu as fait du basket, c'est vraiment honorable de pouvoir l'utiliser pour donner à ton prochain, de pouvoir faire une différence dans la vie des gens, surtout spécialement pour les enfants, parce que tu impactes des générations à venir. Moi, vraiment, je suis vraiment fier d'être ton ami. Et, je suis vraiment fier d'avoir été témoin de ton parcours, de ta vision, parce que il y a quelques années, tu m'as accueilli chez toi, j'ai passé un week-end chez toi où tu m'as partagé ta vision, ce que tu aimerais faire, et de le voir se réaliser devant les yeux de tout le monde. Ce que j'ai vu dans la cachette, là, tout le monde le voit dans la communauté. Et surtout que maintenant, les gens commencent à voir non seulement les parents, mais aussi la communauté, la mairie, la ville, commencent à voir ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Moi-même, j'étais encadreur. On a commencé à encadrer les enfants pendant la guerre, mais on ne savait pas que cette passion-là allait nous amener à la vivre au Canada et à faire une différence dans la vie des gens. Moi, vraiment, je te félicite et puis c'est un honneur et un plaisir de te connaître et puis de pouvoir donner de ma pierre à ce que tu fais vraiment de nos enfants, de la communauté. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais comme je t'ai dit, on est limité par le temps, mais j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller voir sur Internet ICBA, in Nordic Canada Basketball Academy, aller sur l'Internet et puis pouvoir contribuer, faire un don, donner de votre temps parce que ce que l'Académie fait, c'est vraiment extraordinaire dans la région de Gatineau, Ottawa. Et puis, on ne sait pas où ça va aller, mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Merci encore une fois, Blaise, d'avoir donné de ton temps et puis
Et puis j'espère que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pourront aussi être impactés par ton histoire parce que lorsque c'est un témoignage, on voit vraiment que c'est pur, Mhm. comme tu l'as dit, tu n'as pas de dette envers personne, mais je pense que la communauté a une dette envers toi parce que ce que tu fais, c'est vraiment extraordinaire. Puis je te félicite. Merci, merci encore une fois d'avoir partagé ton parcours, ton témoignage. Je ne sais pas comment on va faire en termes de montage pour le temps, mais vraiment, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Et Ouais. puis, à bientôt. Oui, peut-être que je vais acheter une chose. Ouais. J'aimerais vraiment prendre cette opportunité de remercier tout le monde qui aide parce que moi, je ne peux pas le faire seul. Il y a beaucoup de gens qui ont aidé et qui continuent à aider. C'est pas vraiment le travail de Blaise, c'est le travail de nos enfants. On est là pour nos enfants, donc je tiens vraiment à les remercier. Merci beaucoup, Patrick, pour m'inviter. Merci. Merci, merci à toi, Blaise. Merci. Merci. Bye. Bye. Voilà, c'était Blaise qui nous a raconté une formidable histoire. 10 équipes compétitives dans l'académie. C'est pas un petit truc qu'il a fait, c'est exceptionnel. Je vais pas revenir dessus parce que il a tout dit. Vous avez entendu son parcours, c'est fantastique et encore bravo à toi, Patrick. On a vu toute l'admiration que tu avais pour lui à la fin de l'interview. C'était vraiment un bel échange. On est un peu pris par le temps, donc je ferai pas un retour dessus, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Et je te le dis encore, hein, tu mets la barre de plus en plus haute à chaque Impact Basket, donc et c'est ton problème maintenant de faire mieux à chaque fois, Ouais, hein. c'est ça. C'est ça. Il faut trouver la balle est très haute. La barre est très haute. Donc, on va faire de notre mieux. En tout cas, on vous remercie encore de nous suivre chaque semaine sur Franco Raptors. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur les ondes, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Merci à tous et comme on dit quand on se quitte toujours, Let's go Raptors! let's go Raptors!